Dans une ère où le marché des appareils mobiles est en train de décoller, avec les lecteurs de DVD portables, les pocket PC qui permettaient de faire ce qu'on fait aujourd'hui avec un smartphone, la folie des consoles portables comme celle de Nintendo déjà instaurée depuis plus de 15 ans, les baladeurs MP3 comme l'iPod d'Apple, la gamme Gigabit de Toshiba ou le jukebox multimédia d'Arcos, le géant Sony, toujours reconnu pour le Walkman, le prédécesseur de tous ces appareils, a son move à faire. Le Walk quoi ? Après la Seconde Guerre mondiale, Sony participe grandement au miracle économique japonais d'après-guerre, en partie grâce au TR-55, une radio à transistor en 1955. Puis ils sortent leur télé au début des années 60, leur magnétoscope en 1965 et les Trinitrons débarquent en 1968. Et vient la révolution Walkman, ce lecteur de cassettes audio portable en 1979, créant un phénomène culturel mais aussi de société, souvent appelé Walkman Effect, pour illustrer le concept de s'enfermer dans sa bulle en écoutant de la musique avec un casque dans des lieux publics. Puis le Watchman, une télé de poche, fait son apparition en 1982, mettant déjà en avant la force de Sony, faire des produits qui mélangent l'ADN de leurs autres produits. En 1979, Philips veut réduire la taille de son laserdisc, un support de stockage révolutionnaire mais imposant, et demande de l'aide à Sony pour créer le fameux support compact disc qui fera son arrivée en 1980. Ainsi, le Walkman troquera la cassette pour le CD en 1984 avec le Discman. En 1982, Sony sort son premier micro-ordinateur, le SMC70, participant à la popularisation de la disquette 3 pouces et demi qu'on retrouvera également sur les ordinateurs domestiques MSX de la marque, comme le HB55 en 1983. Entre-temps, Sony expérimente dans ses gammes de produits, avec le Mavica, le premier appareil photo analogique, en 1981. Sa particularité, la caméra capture des images fixes d'un signal vidéo, rien à voir avec un appareil photo numérique. En parlant de vidéo, la Betamovie, la première caméra vidéo grand public avec enregistreur intégré, dit caméscope, utilisant le support de cassette Betamax, arrive en 1983, en même temps que la Betacam qui elle est réservée pour les professionnels, utilisant le support de cassette du même nom. Puis place à la Handycam, la première caméra vidéo de pointe en 1985, une gamme qui utilisera plein de formats de support, des cassettes analogiques vidéo 8, high 8, aux cassettes numériques DV, mini DV et etc. Puis un passage au disque mini DVD, disque dur, jusqu'à arriver à la mémoire flash. Donc écoutez, on va l'allumer en même temps. En 1996, c'est l'arrivée de la gamme Cybershot, ces appareils photo numériques et compacts qui sont plus faciles à prendre en main, parce qu'en fait ils sont numériques et compacts. En premier temps, les photos sont stockées sur la mémoire intégrée, puis Sony introduit un nouveau support sous forme de carte mémoire, les fameuses Memory Stick. D'ailleurs, quand on parle d'expérimentation, il faut aborder l'éléphant dans la pièce. The Sony PlayStation. En 1994, Sony débarque dans l'industrie du jeu vidéo avec la PlayStation. Bien que les ordinateurs MSX étaient déjà passés par là 10 ans avant, Sony manifeste sa volonté de s'insérer dans la rat race vidéoludique après les conséquences d'un partenariat rompu avec Nintendo. Partenariat qui, pour rappel, était de proposer un lecteur CD pour la Super Famicom, Super Nintendo chez nous, le Super Nintendo CD-ROM adaptateur, ou tout simplement Super Disc. Un périphérique potentiellement inspiré par le CD-ROM au carré de NEC pour la PC Engine, et qui inspirera également d'autres de l'industrie comme Sega à faire de même avec le Mega CD pour la Mega Drive. Afin de mêler l'utile à l'agréable, quoi de mieux que d'aller voir les voisins de chez Sony qui sont à l'origine de la co-création du support CD, mais aussi qui ont déjà travaillé sur la future SNES, dont un certain Kutara Giken qui a conçu le processeur audio. L'occasion de signer un deal en 1988, sécuriser le tout et faire usage du port d'extension prévu sous la console. Les aboutissants pour Sony, gagner des royalties, se faire un peu d'expérience dans ce nouveau marché qu'est le jeu vidéo, quitte à proposer sa version de la Super Nintendo tout en un. Des motivations qui ne vont pas plaire à Nintendo et qui, dans le dos de Sony, préférera les trahir pour collaborer avec Philips, pour finalement rien faire. Que pouvons-nous faire ? Ou presque. Et jouer en famille à des jeux qui vous transportent dans des mondes extraordinaires. Non. Kutara Giken, qui reste le responsable de ce partenariat, en tire une leçon. Il décide donc de travailler sur le projet PlayStation et ainsi proposer la console de jeu avec la meilleure expérience vidéoludique. Et qui dit Sony dit la meilleure expérience multimédia. Une console 32 bits priorisant les graphismes en 3D polygonal faisant l'usage du support CD, afin d'avoir davantage d'espace pour y stocker du contenu comme des textures haute résolution ou de la musique qualité CD. Et c'est un carton, 100 millions d'unités vendues. Et petite particularité pour le premier modèle, celui-ci est encore utilisé aujourd'hui par des audiophiles en tant que platine CD. Un si beau succès en encourage un autre, et c'est au passage à l'an 2000 que la PlayStation 2 arrive, avec un lot de fonctionnalités la rendant tout autant culte, voire indispensable dans son salon, rien que par la présence d'un lecteur de DVD vidéo qui la rendait quasiment rentable sur son coût à l'époque, face au lecteur de DVD classique. Bien plus performante, elle peut tout de même lire les jeux PS1, car elle intègre certains de ses composants pour une compatibilité accrue. Un mode online fait rapidement son apparition si on ajoute une extension à l'arrière de sa console, et en 2003 au Japon sort la PSX. PSX début.
une version Media Center de la PlayStation 2, intégrant directement les fonctionnalités en ligne, la présence d'un disque dur et la possibilité de regarder, enregistrer et graver les programmes télé. Dans une interface qui nous finira par être très familier, on parle du XMB. Avec tous ces produits et ce savoir-faire, y a pas à dire. Sony maîtrise tout. La vidéo, la musique, la photo, le jeu vidéo. C'est ainsi qu'en mai 2003, lors de l'E3, Kutaragiken, le papa de la PlayStation, débarque en fin de conférence avec une annonce surprise. Un nouveau membre va rejoindre la famille PlayStation. Et non, ce n'est pas la PS3, dit-il en souriant. Un nouvel appareil, mobile cette fois-ci, est prévu pour 2004. Son nom ? PSP, yes. PlayStation Portable. La PlayStation Portable, ou PSP. Mais étant encore en développement, il ne peut pas nous montrer la console. Cependant, il tient à faire comprendre qu'elle est digne de ses grandes sœurs, partageant le même ADN et offrant une expérience multimédia digne de la PS1 et de la PS2. Ce qui lui tient à cœur, c'est de faire comprendre que ça va être le must-have du divertissement portable, le Walkman du 21e siècle. Et il dit ça à une période où Apple avait déjà pris la place de Sony sur le marché du baladeur MP3 avec l'iPod. Et j'insiste avec Apple. Car ce sont deux entreprises qui flirtent. Historiquement, l'admiration est mutuelle. Apple s'est toujours inspiré de Sony et de leur savoir-faire, aspirant leur manière d'aborder le design de leurs produits et le concept d'écosystème. De son côté, Sony a aussi étroitement collaboré avec Apple. L'équipe QuickTime d'Apple a même aidé Sony à développer son format audio A-Track, qu'on retrouvera sur la PSP. Et depuis plus de 10 ans, c'est Sony qui fournit les capteurs photo des iPhones. Un partenariat confirmé publiquement par Tim Cook en 2022. Et pour l'anecdote, quand Sony faisait des ordinateurs Vaio, Steve Jobs avait même proposé à Sony la possibilité d'installer macOS sur leur machine. Chose qui aujourd'hui serait vue comme blasphématoire pour certains fanatiques. Les deux entreprises se voient davantage comme des partenaires complémentaires que comme une concurrence frontale. D'ailleurs, si Steve Jobs s'habillait en petit jean New Balance 1982 et le fameux pull à col roulé noir, c'est un peu grâce à Sony. Enfin, c'est grâce à Miyake Issei, le designer des uniformes des employés des usines Sony, un uniforme qui lui avait tapé dans l'œil. Et suite à ça, ils sont devenus potes. Par la suite, Miyake lui a proposé des vestes Apple, que Steve a gentiment refusé, typique, mais néanmoins ils se sont mis d'accord sur la production de ces fameux turtlenecks. À combien ? Une centaine. Finalement, les 365 Nike Air Force One chez Dr. Dre, c'est rien. Hein. Parenthèse fermée, la PSP est révélée un an après, pendant le 3 2004. Elle nous est présentée dans son design iconique, tout en noir, avec cette finition donnant l'impression d'avoir un réel bijou de technologie en main. Je l'ai là. C'est un beau bijou. Elle est belle. On y retrouve notre croix directionnelle classique, les boutons PlayStation, ainsi qu'un stick analogique, les gâchettes et des boutons permettant de gérer le volume et la luminosité de la console. Elle sort pour l'hiver 2004 au Japon, au printemps 2005 en Amérique du Nord, puis en septembre 2005 chez nous, en Europe, à 249 €. 250 € la console, peu importe le prix. Vous n'avez pas l'impression quand même d'être victime un peu d'un marketing effréné de Sony ? Ah bah c'est ce qu'ils veulent et ça marche. Côté technique, la PSP cache une vraie bête de course sous son design élégant. On parle d'un processeur 32 bits, 32 MO de RAM et surtout un processeur graphique capable de pousser 33 millions de polygones par seconde. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 70 à 80% de la puissance d'une PS2, mais dans un format portable avec un écran de 4,3 pouces, quasi 16 neuvième, on pourrait dire du 30/17e pour être précis, affichant une résolution de 480 par 272, de la 272p, avec 17 millions de couleurs. En 2005, c'était tout simplement dingue. Et ce qui rend la PSP vraiment unique pour l'époque, c'est son architecture multiprocesseur orientée multimédia. Bah ouais, parce que Sony a intégré un second processeur complet, le Media Engine, avec 2 MO de RAM dédiés, uniquement pour le décodage audio et vidéo. À titre de comparaison, la Nintendo DS, sortie à la même période, avait aussi 2 processeurs, mais le second gérait juste les contrôles, le son, le Wi-Fi, le tactile et la rétrocompatibilité GBA, mais pas le multimédia. Alors que la PSP, elle pouvait décoder du H.264 en hardware, lire des MP3, streamer de la vidéo, tout ça sans solliciter le CPU principal. Aucune autre console portable de l'époque avait cette architecture. Sony avait littéralement conçu la PSP comme un media center de poche et pas juste comme une console de jeu. Et elle est hyper connectée aussi. Déjà, elle est équipée du Wi-Fi qui lui permet de se connecter à internet ou à d'autres PSP. Elle a un port mini USB 2.0 pour divers usages comme relier la PSP à son ordinateur ou à une console de salon. Et la présence d'un lecteur de cartes, memory stick Pro Duo, plus petite que les memory sticks originales, à une époque où les cartes SD ou MMC même étaient déjà sur ce même format. Ces cartes permettent de sauvegarder ses parties, installer du contenu additionnel ou tout simplement y transférer du contenu multimédia comme de la musique, des photos ou des vidéos. Elle était aussi dotée d'un capteur infrarouge, mais uniquement sur les premiers modèles, les séries 1000, ce qui laissait penser à l'époque qu'elle aurait pu aussi servir à contrôler des périphériques à distance. Et du coup, le plus gros de la console,
c'est son lecteur d'UMD. Lors de l'annonce en 2003, Futaragiken a insisté à ce que la console soit dans la lignée de la PS1 et de la PS2, deux consoles fonctionnant avec des formats disques donc. Il fallait créer un format dédié au petit format de la console, un format pensé avant tout pour la PSP, dans la lignée du CD, du DVD ou même des mini-disques qui ont surtout fait du bruit au Japon. Voici donc le UMD, pour Universal Media Disc, un petit disque dans un diamètre de 6 cm, logé dans un plastique rigide afin de le protéger des rayures et de la poussière. 64 mm de diamètre pour être précis, face aux 120 mm du DVD, en sachant qu'un jeu PS2 gravé sur un DVD simple couche pouvait aller jusqu'à 4,7 Go et 8,5 Go en double couche, l'UMD lui peut aller jusqu'à 900 MO en simple couche et 1,8 Go en double couche, soit 3 fois la capacité d'un CD-ROM simple couche. C'est impressionnant. Et bien sûr, le format est protégé contre le piratage, chose qui évitera à Sony des galères de... Ah non, n'en parlons pas, sinon ça va durer 1 heure. Et puis il a le côté fragile et lent. Les UMD sont sensibles au choc, les temps de chargement sont parfois insupportables, surtout pour les jeux, et le lecteur optique vieillit mal. Je viens de découvrir que mon lecteur d'UMD me lâche en live, donc on va devoir changer un plan vite fait. Voilà, donc... Et le lecteur d'UMD, il tourne, hein. Peut-être que la lentille fait la gueule. Ah oui, je vois, il y a de la poussière dessus. Est-ce qu'on réparerait pas un UMD en bonus? Voilà, là je nettoie la lentille. J'essaie de la nettoyer, genre en live. PSP a fait un de ces bruits. Allez, let's go! Allez, Pac-Man, c'est parti. Oh non, il y a encore un chargement. Oh là là. Par la suite, la console a eu le droit à plusieurs refontes, versions et itérations, avec de nouvelles fonctionnalités, et un peu de révision, donc comme sur toute PlayStation, de l'économie sur le coût de fabrication de la console. Quitte à enlever des éléments comme le port infrarouge déjà mentionné, le lecteur de UMD tout mécanique afin d'alléger d'un tiers du poids de la console, mais aussi bien de changer la dalle LCD, ou lui apporter des bonnes choses, comme lui doubler sa RAM, passant à 64 MO à partir des séries 2000. Ou pour finir, l'intégration d'un microphone avec la 3000, appelée PSP Bright dans la communauté. Un tas de trucs qui n'ont fait que perfectionner la console, tout en réduisant son prix, passant progressivement de 250 € à 199 €, puis à 169 € pour arriver à 119 € en 2010. Le prix des bundles étant assez variable de par ce qui était fourni avec, que ce soit la capacité de la carte mémoire, les accessoires ou les UMD. Parenthèse sur les bundles, beaucoup ont eu le droit à des éditions limitées, avec une version spéciale de la console et ses accessoires. Le tout est collector, que ce soit un modèle aux couleurs des Simpsons le jeu, Kingdom Hearts Birth by Sleep, Crisis Core ou l'autre Final Fantasy Dissidia, ou carrément le modèle extrêmement rare à l'effigie d'Hannah Montana. Are you kidding? It's Hannah Montana! But he's Larry David. Et il y en avait des jeux. Pour une console qui nous a tant fait rêver, nous laissons l'impression d'avoir une sorte de PS2 portable. Que ce soit pour jouer à des classiques de la console, comme les Loco Roco, les Patapon, God of War Ghost of Sparta, MGS Peace Walker, Tekken Dark Resurrection, Lumines, les GTA City Stories, Persona 3 Portable, ou encore le duo FF7 Crisis Core et Kingdom Hearts Birth by Sleep, qui étaient tous des exclusivités. On pouvait aussi rejouer à des jeux de la première PlayStation, qui ont été remasterisés comme Medieval ou Parappa, Bah quoi ? Ou dans leur version originale, en passant par l'émulateur officiel qui a fait son apparition avec la version 3.0 du système, une fonctionnalité annoncée lors de la conférence catastrophique de Sony à l'E3 en 2006, créant un moment restant iconique encore à ce jour. It's Ridge Racer. Ridge Racer! Remember that one? Et puis il y avait aussi l'émulation officielle de PC Engine, ou encore les PlayStation Mini. Donc bon, on avait de quoi en faire en jeu. Mais la PSP, ce n'est pas qu'une console, comme ce que vous avez dû comprendre. À l'époque, je me souviens, c'était une des plus grandes raisons de pourquoi tout le monde achetait la PSP. Son côté baladeur multimédia. Normal, t'as un écran 16/9 de 4,3 pouces, avec plein de couleurs, des enceintes intégrées, la possibilité à tout moment d'augmenter la mémoire flash en rachetant une carte mémoire, et en même temps, c'est une PlayStation, pour 249 €. Rien à voir avec l'iPod vidéo d'Apple, sorti juste un mois après, à 299 €, avec 30 Go de stockage et son minuscule écran miskin. Bon, ouais, j'abuse un peu, évidemment, oui, l'iPod il était plus pratique dans un cadre d'écoute de musique, de podcast, de livres audio, car on peut facilement le mettre dans sa poche. Mais pour quelqu'un qui fait de longs trajets ou qui ne peut pas avoir souvent accès à l'ordi familial ou à la télé, c'était quand même mieux d'avoir une PSP. Celle-ci ne dépendait pas d'une application à installer sur son ordinateur, bien qu'il en existait, comme PSP Media Manager, qui plus tard deviendra Mediago, contrairement aux iPods qui sont obligés d'avoir iTunes pour faire quoi que ce soit. Pareil, tu pouvais pas brancher ton iPod au PC de quelqu'un d'autre, sinon t'étais obligé de tout supprimer ce qu'il y avait dessus, sans doute pour éviter que les utilisateurs se partagent des fichiers. Alors que là, avec la PSP, tu fais ce que tu veux. C'est reconnu comme un support de stockage sur Windows et macOS, fallait juste activer la connexion USB dans l'interface de la console pour voir sa PSP dans son poste de travail, ou le Finder si vous êtes sur Mac. Et justement, tiens, à quoi ça ressemble cette interface ?
Quand on allume la console, nous sommes accueillis par le XMB, la Cross Media Bar, une interface qu'on avait déjà aperçue sur la PSX et qu'on retrouvera par la suite sur la PS3 et certaines télés Sony Bravia. C'est l'une des interfaces les plus iconiques des années 2000. Chaque médium a sa colonne. Il s'agit des jeux, les fonctionnalités réseau, la musique, les films et les photos. On peut également la personnaliser avec des thèmes qui vont changer les icônes et ou le fond d'écran. Quand on insère un UMD, il apparaît dans la catégorie liée à celui-ci. Donc si je mets un jeu, ça apparaît dans les jeux. Et si je mets un film comment ça un film? Oui. Vous avez bien entendu, Sony vendait également des films et séries dans le format UMD, car ils y croyaient vraiment. Il y a eu de tout sur la console, que ce soit Spider-Man 2, un film qui était souvent offert avec la console ou qu'on pouvait gratter si on enregistrait la console sur leur site, en passant par des films d'animation comme Stuart Little 3, ou encore le film Les 11 Commandements avec Michael Youn et sa bande. Vous prendrez un peu d'huile pimentée avec ça? Comment ça, ils sont délus? On rappelle, on est en plein boom des lecteurs DVD portables, et avoir un appareil qui est plus petit, qui nous permet de regarder quand même des films en bonne qualité, c'est pratique, non? Non? Alors oui, c'est pratique, mais la limite des 1,8 Go, ça commence à faire des concessions quoi. Souvent, les films sur UMD font l'impasse sur le nombre de pistes audio présentes, les bonus et making-of de films qui sont une des grandes fonctionnalités du DVD. Et ils ont une résolution plus faible que le DVD, qui est de 480 par 272, qui équivaut à la résolution de la PSP, bien que les films soient bel et bien en 720 par 480 sur l'UMD. Et si ça pouvait pas mieux tomber, il y a même eu certains UMD musicaux, qui étaient soit des compilations de clips, des captations de concerts ou des films musicaux. L'intégrale des clips d'Outkast, le Up in Smoke Tour de Dr. Dre, Snoop et sa bande en UMD, Interstellar 5555 des Daft Punk. Alors bien sûr, si vous n'avez pas la possibilité de mettre la main sur des UMD vidéo aujourd'hui qui commencent à devenir un nouveau lore pour collectionneurs, vous pouvez toujours faire comme tout le monde, c'est-à-dire transférer directement vos films, clips et votre musique sur la memory stick. Ainsi, vous pouvez bénéficier d'un lecteur audio digne des plus grands Walkman, on peut y retrouver la pochette de son album, naviguer dans le morceau tout comme on le fait avec un CD audio sur une PS2, ou même activer les différents visualiseurs intégrés afin d'accompagner la musique. Et si on veut faire autre chose en même temps sur la console, on sera vite limité, car toute ouverture d'application ou de jeu coupera la musique. Oh non, ça a coupé la musique là. On peut aussi juste éteindre l'écran, bloquer les boutons de la console et ainsi mettre sa PSP dans sa sacoche ou sa très grande poche pour profiter de la musique. Ou bien on peut visionner nos photos en interchangeant nos memory sticks de notre appareil photo Cybershot et notre PSP afin de profiter d'un meilleur écran que celui de notre appareil photo. Mais sinon, il y a le fameux lecteur vidéo. Oui, l'éléphant dans la pièce. Ça fait 2 fois que je le dis dans ce texte. La PSP était le meilleur lecteur de DivX portable. Les vieux, ils auront la ref. Même si c'était pas vraiment des DivX qu'on lisait, mais on se capte quoi. C'était le must pour toute personne qui aimait regarder ses films dans l'illégalité totale. Je vous rassure, vous pouvez aussi bien l'utiliser pour regarder vos DVD que vous avez ripé sur votre médium familial tournant sous Windows XP. Par contre, qu'est-ce que c'était chiant de convertir ces vidéos pour la console à l'époque. C'était limite devenu un business. T'avais facile une vingtaine de développeurs d'applications Windows et Mac qui proposaient des logiciels dédiés à la conversion de vidéos pour PSP, comme PSP Vidéo 9. Le truc, il te demandait le plus d'infos possible, limite savoir ton numéro de sécu, pour derrière te chier une vidéo ultra compressée que ton Pentium 4 a galéré à rendre. Et une fois sur deux, le son il était décalé. Alors qu'aujourd'hui, on passe par un logiciel comme Handbrake qui sait comment solliciter l'encodeur matériel proposé par ta carte graphique Nvidia ou ta puce Apple. Car pour l'encodage vidéo, c'est le H264 qui a été choisi, un format vidéo que tout le monde utilise aujourd'hui. Quand je vous dis que la console était en avance sur son temps. Le lecteur utilise les raccourcis de la console. On peut changer le ratio de l'image, augmenter ou diminuer la vitesse de lecture, avancer image par image, par intervalle de secondes, mettre en pause, quitter la vidéo et revenir plus tard pour y retrouver sa progression. Ah aussi, on pouvait aller sur internet, parce qu'il y avait le navigateur internet sur la console. Ah ouais, enfin c'est un navigateur internet, enfin je vais pas... Qu'est-ce qu'on fait sur un navigateur internet sur une PSP Bizarre cette question quand même. Ah si, ouais. C'était bien pour aller sur chercher les solus et les codes de triche sur JVC, ouais. Rien d'autre. Non. Puis les mises à jour ont apporté de nouvelles features comme la lecture à distance afin de contrôler sa PS3 qu'on vient de payer 600 €, permettant par exemple de continuer le film qu'on avait commencé sur la télé, une feature toujours présente sur les PlayStation depuis 2006, soit 6 ans avant la Wii U. Il y a aussi eu l'arrivée de Skype. Cette formidable application permettant d'appeler ses proches à condition d'avoir au minimum une PSP Slim and Light et un microphone externe. La PSP c'était aussi une fournée d'accessoires. Le premier, c'était un microphone qui se fixe au niveau de la prise mini USB. Il était avant tout utilisé pour le jeu Talkman, un Duolingo avant l'heure qui peut servir en déplacement quand on parle pas encore suffisamment bien la langue de Shakespeare par exemple. Good morning, how are you? Excuse
Chose plutôt pratique, il a vite été remplacé par la GoCam. La GoCam, considérée comme la Hi-Toy de la PSP, est une caméra de 1,3 mégapixels qui intègre également un microphone. Waouh, je filme le livre. Elle est sortie d'abord en 2006 au Japon sous le nom de Shot, puis en 2007 chez nous en Europe avec le logiciel GoMessenger, une application qui avait le même principe que Skype avant que Skype ne la remplace directement. Aujourd'hui, on peut toujours s'en servir pour prendre des photos et capturer des vidéos sur sa PSP. Et là, je parle avec la PSP, c'est-à-dire que, en fait, là, je fais genre et tout, je parle et tout, mais je parle pas trop fort parce qu'en même temps, j'ai mis une micro-cravate sur ma caméra, tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que ça va, vous? Tranquille? Grâce à la bague qui est sur son objectif, on peut basculer entre le mode paysage et le mode macro. La macro marche très bien. La caméra elle est posée sur un axe afin de pouvoir filmer devant, filmer le plafond ou encore filmer derrière. Et là c'est surexposé, comme jamais. Je peux tourner en même temps. Certains jeux comme Invisible ou iPad s'en serviront, et une autre version de la caméra moins qualitative arrivera plus tard. Et je coupe. Dans une volonté de repousser les limites de cette console baladeur multimédia capable de tout faire, la PlayStation Portable de Sony a voulu jouer gros, en débarquant sur un marché plutôt hype de la technologie à la fin des années 2000, j'ai nommé les assistants de navigation GPS. Découvrez TomTom, disponible à partir de 369 €. Le Go Explorer donc, à ne pas confondre avec une compétition entre influences. Le Go Explorer donc, un GPS pour la console sorti en février 2008, transformant la PSP en un TomTom. Enfin, ouais. Si c'était autant fonctionnel. Vendu sous forme de bundle, le Go Explorer se constitue d'un accessoire qui est une antenne GPS qui se connecte sur la prise USB pour la console, ainsi qu'un logiciel au format UMD contenant la carte d'une région mentionnée sur la boîte. On peut l'installer directement sur la memory stick pour améliorer la fluidité et réduire les temps de chargement. Cependant, la technologie GPS de fin 2007, c'est pas trop ça. Le moindre obstacle entre l'antenne GPS et le ciel empêche la localisation. Et le temps que tu sois localisé, faut compter 5 minutes facile. Et j'abuse pas dans mes propos. Alors là, on est toujours en recherche de GPS, donc on va se plugger et puis commencer à rouler. Là, je triche, je sais où on est, mais j'aimerais bien qu'ils me le disent quand même. Pourtant, c'est un jour où il fait beau temps, quelques nuages, mais on est proche du pare-brise, pas d'obstruction. Ah, il a fait bip bip. Plus de signal GPS. Ah bah non. On retrouve par ailleurs la même galère avec la Gizmodo, cette console suédoise du milieu des années 2000 qui avait fait tout son marketing sur cette feature et un appareil photo intégré. Un choix un peu cavalier donc, qui ne sauvera pas la console lorsque la justice s'en mêlera pour de sombres liens avec la mafia locale. Pour revenir au Go Explore, ce qui reste impressionnant, c'est que ça reste un GPS avec toutes les fonctionnalités d'un GPS de l'époque. Guidage vocal, point d'intérêt, plan en 2D ou 3D, avec modélisation de certains bâtiments et monuments comme à Paris, un répertoire auquel on peut ajouter des adresses, possibilité de l'utiliser en mode vélo, piéton ou voiture. Sony proposait plusieurs packs, un avec l'antenne et l'UMD, un pack avec le support voiture et le chargeur allume-cigare pour 150 €, et même un pack avec la console. Ah, et vous vous rappelez là, quand on a parlé de Monster Timing là? Vous savez, les jeux à la Pokémon. Moi aussi, je pensais que Kagano il était un peu fou à ramener MGS dans l'équation. Puis j'ai découvert que si tu joues à la version NTSC de Portable Ops et que tu utilises le GPS, t'as la possibilité de recruter des personnes dans ton escouade, grâce à ta position. Une sorte de mini-jeu à la Pokémon Go quoi. Mais c'était avant. Enfin du coup on devrait dire MGS Go. Ouais, parce que Pokémon Go n'a rien inventé. Oh j'ai faim. Oh, j'ai la dalle d'un coup là. Ah bah ouais. Si on n'allait pas chercher un sandwich merguez avec la PSP. Allez, c'est parti. On va chercher ce sandwich merguez. Hop. Tac. Je vais mettre... Ok. C'est parti. Hop. Bon les broskis, comment ça va? 2026, on commence bien l'année, on va aller chercher un bon sandwich merguez. D'ailleurs je vais retrouver mon ami Wendo qui est en train de faire une prod. Tu fais du sale là? Ouais, je fais du sale, je suis en train de jouer à Korg DS là. J'aime bien cette vibe. C'est la techno de Détroit là. Oh. Du coup t'as ressorti la DS Bah c'est ça ouais. On a eu marre de ta Switch? J'avais une fibre nostalgique un peu. T'avais une fibre nostalgique. T'avais besoin de te déconnecter. C'est ça. Ok, bah moi ça tombe bien. T'as dû voir là, j'ai parlé un peu de la PSP. Ouais. Et en vrai ça m'a fait penser à plein de trucs à aborder. Comme d'hab, avant d'aller chercher un petit sandwich. Ouais. Si ça te dit. Ouais, je suis chaud, un sandwich merguez, let's go. Vas-y. Allez. T'as une adresse, t'as un truc? Bah,
Justement, on va utiliser la PSP pour se localiser. Alors attends, parce que c'est juste un peu compliqué. Je crois attends, que là... ça date de quand ce truc? Mais là, on est en 2008 là. Mais ça va marcher, genre? Bah normalement oui, après les antennes GPS elles sont pas toutes là, enfin genre là je dois aller chercher sur le plan et tout. T'avais une adresse en tête déjà ou J'ai entendu parler d'un spot, ça s'appelle Deluxe Grill. Vas-y, on va tester le pic de la technologie de l'an 2000, combien? 2006? Tu sais les dates, je les ai dit il y a 10 minutes là. Ah, ok, d'accord. Paris. Et là du coup avenue Clichy. Ah. Ah bah. Avenue de Clichy. Oh let's go. Ouais, let's go. Ouais, c'est ça. Et c'est le 18e. Hein. Après faut rappeler hein, la map peut-être qu'elle est pas à jour. Hein. 82. Bah ce qui compte c'est l'adresse. Ok. Et bah c'est parti. C'est parti. Donc apparemment c'est pas si loin que ça. Je pense qu'on a notre régie a bien géré le coup. Non parce qu'une Paris ça a pris un peu en ampleur, tu vois. Donc c'est ça de fou là maintenant on a du matos de ouf. Alors du coup comment ça t'es venu de ressortir la PSP? Ouais. Tu sais actuellement il y a un peu une sorte de pas de trend. Il y a un revival. Il y a un revival de la technologie années 2000. L'iPod, la PSP, la DS, parce qu'il y a un peu un ras-le-bol d'être surconnecté avec finalement des devices qui font un peu tout, mais qui sont bons dans rien. C'est vraiment le problème aujourd'hui qu'il y a, c'est que là tu vois je te l'ai dit, hein, la batterie elle tient pas. J'ai beau avoir une montre connectée, des téléphones, je suis sans fil et tout, c'est cool, en vrai je vais pas m'en plaindre. Mais des fois, il suffit qu'un jour, je sais pas, t'as une galère de thunes. Ouais. Je sais pas, il y a une facture qui passe pas, un abonnement que tu payes pour écouter de la musique en streaming. Et d'un coup, on fait un reproche, on va dire ouais, bon bah du coup on coupe ça et t'as l'impression que ton appareil il te sert à rien après. Avant, on ne dépendait pas de service. Oui, avant c'était des produits quoi. Exactement. On avance ou toi là? Ouais, ça avance. Après, je pense qu'il y a aussi un rapport esthétique. Oui. Genre la PSP, elle est trop stylée. Ouais. Genre, c'est vraiment un bel objet. Tu vois, moi je suis un trentenaire. Ouais. Donc forcément, moi je suis plus matrixé par l'esthétique des années 90 et un peu les années 80. Donc c'est comme les gens avec leur Walkman quoi. À un moment donné, il y avait eu un revival des années 80. Ouais. Bah là, j'ai l'impression que les années 2000, ça arrive. C'est un peu le... Oh, t'as vu, ça a tourné. Oh putain, c'est incroyable. Est-ce que les années 2000, ce serait pas les années 80 qui sont en train de des zoomers un peu, tu vois. C'est toujours 20 ans après, ça revient. C'est ça. C'est marrant que tu parles du Walkman. Comme moi je l'ai dit là dans le RKTech, c'est Ken Kutaragi, le papa de PlayStation, qui disait que la PSP pour lui c'est le Walkman du 21e siècle. Bah aujourd'hui tu le sens, quand tu as un iPod ou une PSP, finalement c'est pas des produits, en dehors du fait que la PSP est une console de jeu, c'est pas des produits qui sont si différents que ça, ils ont beaucoup de choses en commun. Ce qui est trop cool, c'est que c'est aussi la période où on se met à avoir des objets qui nous permettent d'avoir des trucs multimédia en dehors de la maison. Oui, en dehors de la télé. Sans que ce soit des smartphones encore. Et du coup, je pense que c'est ça aussi, cette espèce de nostalgie, c'est profiter de tout ce que le divertissement et la tech pouvaient offrir, sans justement les trucs chiants d'abonnement, d'app et tout. Et même au niveau des jeux et tout. Genre, ce qui est bien, c'est que c'est des consoles qui sont plutôt accessibles pour ce qui est du modding, du hacking et tout. Ouais. Donc du coup, il y a plein de gens qui du coup redécouvrent les ludothèques. Oui, et puis en fait, il faut des plaisirs plus simples aussi. Il faut le rappeler, la PSP, ça a plus coûté à Sony que ça a rapporté parce que Sony ne se fait pas de l'argent sur les consoles, c'est sur les jeux normalement. Et là, la PSP, on connaît que c'est une des consoles qui a été le plus hackée, etc., détournée. Et moi, je me rappelle, il y a plein de gens à l'époque qui utilisaient la PSP plus comme un baladeur qu'une console. Et en fait à côté ils disaient bah tiens c'est cool, je peux regarder mes films, je peux écouter de la musique. C'est ça. Mais je crois que là il y a un kebab. Et on a la preuve que globalement ça marche, à peu de choses près. Ouais, on est arrivé. Soit on s'est gouré d'adresse parce que... Non mais en fait je pense que c'est juste parce que vu qu'il n'y a pas la boussole. Il n'y a pas la boussole mais en gros bah on y est quoi. Bah ouais. Ça me rappelle le barbecue avec la famille. Putain, c'est trop. Oh, je suis calé. C'est... Merde. Merde, elle est où ma PSP? Merde. Bon, c'est pas grave. J'en ai une autre.
Avec les PSP 2000 et 3000, Sony propose désormais une sortie TV pour envoyer l'image de sa PSP sur grand écran. Comme ses photos, ses vidéos, sa musique, mais pas de jeu. Enfin, on peut pas envoyer l'image de jeu quoi. Enfin, si, mais c'est un peu compliqué. On peut pas jouer au jeu si on n'a pas le component AV cable sur les PSP 2000, les Slim and Light. Chose qui a été réglée avec les 3000, les Bright. Problème, il y a un cadre noir autour de l'écran du jeu, ce qui nous pousse à bidouiller les réglages images de sa télé pour avoir un rendu satisfaisant. On peut aussi regarder les UMD vidéo, mais vu qu'on reste toujours dans la même résolution que la console, celle-ci sera upscale. Résultat, on se retrouve avec un signal flou qui donne le rendu entre la VHS et le DVD. Il y a eu plusieurs stations d'accueil officielles pour la PSP, permettant de la relier à un écran et au secteur pour la charger, fournie avec une télécommande, tout en mettant en valeur la console. Toujours inspiré de ce qui se fait pour l'iPod à ce moment, avec son vaste écosystème d'accessoires, la PSP aura elle aussi le droit à un tas de coques, d'étuis ou d'enceintes qui font petite chanifie. Et puis il faut aborder la PSP Go, cette tentative de la part de Sony en 2009 de faire passer tout le monde au démat avant l'heure. Peut-être trop anticipé, cette console qui, malgré son design classe, fait beaucoup de concessions et ne fera pas l'unanimité. La console est jugée trop petite pour ceux qui ont des grosses mains, l'écran passe à 3,8 pouces, la batterie n'est plus aussi facilement amovible que sur les modèles précédents. Alors certes, elle dispose du Bluetooth afin d'y connecter sa DualShock 3, de 16 Go de mémoire intégrée indispensable pour une console faisant partie du démat. Oui bon, si ça suffit pas, on peut aussi étendre la mémoire, avec le nouveau support de stockage, le micro M2. Exit la memory stick, et bonjour le format encore plus petit et propriétaire, tout comme la connectique propre à la console qui remplace le mini USB. Ah, et si on veut utiliser tous les accessoires qu'on a cités un peu avant, il faudra investir dans un adaptateur, permettant à la console de retrouver ses fonctionnalités, tout en faisant le compromis de la maniabilité avec un câble qui pend derrière la console. Is just an adapter. That is it for that. Cependant, son design inspirera une autre branche de Sony, précédemment appelée Sony Ericsson, de produire un smartphone totalement différent de la concurrence à ce moment-là, le Sony Ericsson Xperia Play en avril 2011. En vrai, j'abuse un peu, car un téléphone qui slide à l'horizontale, ça se faisait déjà. Mais là, remplacer le clavier par une pseudo-manette de PlayStation, c'était une idée plutôt sympa. Une idée qui sera reprise par d'autres marques sous forme d'accessoires pour iPhone, comme le Jungle Cat de chez Razer en 2014, ou le plus récent M-Con annoncé il y a un an. Nous l'avons enfin reçu, le Sony Ericsson Xperia Play, téléphone qu'on a beaucoup appelé sur internet ces derniers mois le PlayStation Phone. On est en compagnie de notre invité Florian qui a testé ce téléphone, t'en penses quoi? J'ai déjà testé FIFA et franchement il tourne vraiment bien. Eh oui, jeux vidéo, pourquoi? Parce qu'il y a ce fameux clavier. Le Xperia Play, c'est un téléphone que j'avais pu tester sur mon blog à l'époque. Je me dis que c'était non seulement carrément fou d'avoir un téléphone sous Android qui faisait tourner de la PS1, ou même sa propre version de Minecraft en 2011, mais le plus fou je pense, c'est les responsables presse de chez Sony qui ont été ok de prêter un appareil aussi coûteux à un gamin de 12 ans. Comment c'est ce test? J'ai oublié de vous le dire aussi. Il a été gentiment prêté par Sony Ericsson Press. Comme quoi, il faut y aller au culot. Lors de la sortie du Xperia Play, Sony en profite pour retirer du marché le bid qu'a été la PSP Go. Malgré ses nombreuses tentatives d'offres promotionnelles comme offrir 1, puis 3, puis 10 jeux avec la console, sans doute pour combler le manque d'un programme d'échange de ses UMD en jeu des maths, un programme d'abord annoncé en même temps que la console, mais auquel la firme fera un rétropédalage 3 mois après, soit quelques semaines avant la sortie de celle-ci. Sur la fin de la vie de la console, Sony sortira un dernier modèle des placards, pour frôler la barre des 99€ en novembre 2011, avec un modèle dit low cost, la PSP Street, faisant le compromis de retirer la connectivité Wi-Fi, la stéréo des haut-parleurs pour retourner sur du mono, ainsi que des boutons pour gérer la luminosité de l'écran ou certains réglages son. Un modèle que je ne vous recommande pas, tout comme la PSP Go. Ouais, désolé Réo. Préférez partir sur une PSP 1000, 2000 ou 3000. Chacune d'entre elles ont leurs avantages et inconvénients certes, que ce soit sur la qualité de l'écran, la qualité de fabrication, le poids, la puissance, mais toutes proposent une expérience digne de la console telle qu'elle a été imaginée. Mais alors, pourquoi revenir sur une PSP 20 ans après, alors que le monde de la tech a bien évolué? Vous avez déjà dû le remarquer, mais il y a une tendance de vouloir revenir à la tech d'avant, celle qui offrait suffisamment de fonctionnalités pour pallier, combler ou résoudre un besoin. Oui, car pour rappel, on peut se passer de la technologie pour vivre. C'est optionnel. Ah, j'adore la nature, la communion avec cet être génial. Ah, une plante verte. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Mais si on ne veut pas non plus revenir à l'âge de pierre et subir le regard des autres, mais limite passer pour quelqu'un de stylé, eh bien la PSP c'est un bon compromis en 2026. Même si on l'a pas abordé, il est possible de la bidouiller, que ça soit l'apparence de la console en elle-même, ou bien ce qui a grandement participé à la popularité de celle-ci, le hacking.
Bon, on n'est pas là pour en parler, il y a une tonne de vidéos qui en parlent bien sur internet. Mais sachez que la PSP, qui est déjà un excellent baladeur multimédia, devient une excellente console une fois libérée de ses chaînes. Que ça soit pour profiter de l'énorme catalogue de jeux de la PSP ou l'excellent catalogue de la première PlayStation, il y a quoi déjà bien s'occuper. Mais si l'on ajoute à ça toute la scène des homebrews, avec des applications en tout genre, des démos, des jeux originaux, des portages en officiel, et surtout les émulateurs, qui vont nous permettre de jouer à des jeux d'autres consoles sans trop de galères si on ne dépasse pas la 5e génération de consoles, et encore. En gros, dites-vous que vous pouvez jouer sans souci à tous les classiques de la génération 16 bits, y compris les jeux sortis sur des consoles à extension comme le Mega CD, mais dès que vous arrivez sur la Nintendo 64, c'est là où ça devient compliqué. Après, si vous voulez juste vous refaire les Pokémon, c'est déjà très bien, la GBA elle tourne parfaitement, y a pas besoin d'aller plus loin. Bon oui, bon, j'avoue, j'abuse un peu. Après, si ça vous ne suffit pas, eh bien il y a la NGP, enfin la PS Vita, je veux dire la PS Vita, deuxième et dernière console portable de chez Sony. Elle hérite d'une tonne d'idées apportées par sa grande sœur, mais aussi de ce qu'il commençait à se faire sur le marché des smartphones et des tablettes en 2012. Un monstre de technologie portable, autant puissant que l'iPad 3 sorti à la même période, avec un écran de 5 pouces multitouch OLED, ce qui est une dinguerie en 2012, avec un dos tactile également, ce qui motivera des marketeurs de réaliser une des pubs les plus cringe de l'époque, distribuée à la Paris Games Week 2012, ce qui est une dinguerie dans un autre sens. Il y a aussi la présence de 2 caméras, une à l'avant et une à l'arrière, un micro intégré, et pour les plus chanceux qui ont le modèle 3G, une puce GPS. Ouais, parce qu'ils ont fait un modèle 3G. Après, il servait juste à aller sur internet et utiliser des applis comme Twitter, Facebook ou YouTube, le même endroit où tu peux t'abonner à Ludokino. Mais ça restait limité, car t'avais pas la possibilité de télécharger ou même jouer à des jeux en ligne. Après qu'on soit d'accord, si de base on voulait se prendre une console portable aujourd'hui, c'était avant tout pour se déconnecter, donc ça serait dommage de vouloir une console qui prône ses fonctionnalités. Néanmoins, la PS Vita reste une meilleure option car elle peut aussi lancer des jeux PSP, voire littéralement se transformer en PSP en passant également par la case du jailbreak. C'était un mot hype à l'époque. Grâce à l'application Adrenaline. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai personnellement redécouvert la PSP. Après avoir grandi avec le modèle original, ça fait bizarre de rejouer à certains classiques sur un si bel écran, où je peux également, si je le souhaite, mettre un shader pour donner l'impression que je regarde ça à travers un écran LCD. Ah, et si t'as la deuxième Vita qui a un écran LCD, bah bon, y a pas besoin, mais bon, ouais, non, j'ai quand même de l'empathie pour toi. Quand même. Alors bien sûr, tous ces usages détournés peuvent aussi avoir lieu sur une 3DS hackée, ou bien une de ces consoles bizarres AliExpress ou Linux, aux formes d'une Game Boy, ou ces machines surpuissantes Android qui font office de transformer. Bah même avec tout ça, la PSP reste bien plus unique et me rend plus nostalgique d'une période où on aimait avoir une console qui nous ressemblait. Une console où on mettait son thème, ses photos, ses films, sa musique préférée, ses jeux, sans craindre qu'un jour, le non-accès à un abonnement ou pire, à une connexion internet, allait couper l'accès à notre propre bibliothèque. Voir des gens vouloir personnaliser leur console aujourd'hui, pour lui donner un autre style, que ça soit en changeant sa coque, accrochant des charms au niveau de la dragonne, ou bien modder celle-ci pour avoir une autre interface, parfois à l'effigie d'un jeu, d'une série, d'un anime, ou ceux qui s'en servent comme un lecteur MP3, que ça soit dans les transports ou relié à l'autoradio dans la voiture, quitte à même utiliser ses fonctionnalités GPS et se rendre compte que c'est pas une superbe idée, ou même ces personnes qui prennent des photos d'eux, qui sont en train de prendre des photos avec une PSP. Bah vous allez me dire, c'est la nostalgie qui parle, parce que je suis un zoomer. Ouais, peut-être. Mais aujourd'hui, j'ai pris le métro, et au lieu de sortir mon iPhone 16 Pro relié à une Link 5G, un abonnement Apple Music et des AirPods Pro, j'ai sorti ma PSP, et profité des classiques présents sur ma memory stick. Et j'ai kiffé comme jamais. Alors voilà, peut-être que la PSP, ça va me durer 3 mois, 1 mois, 2 semaines, 1 semaine, 3 jours, mais pendant ces moments-là, je vais apprécier ce que m'offre ce produit, et surtout ce que m'offre la technologie. Et ça, peu importe si c'est sorti maintenant ou il y a 20 ans. Bienvenue dans Arcatech. Putain, mais... Merde, je suis perdu. Mais je suis où, là? Puis il est où, Vince? Vas-y, il m'a filé son truc, là, ça marche pas. Ça casse les couilles, il croit que je suis encore à Clichy, c'est n'importe quoi. Merde, comment je fais? Oh, il y a un kebab. Oh, quel banger. Oh, vas-y. Oh, j'espère que le sandwich merguez, il est bien. Je dirai pas, c'est bon, il saura pas. C'est bon, tranquille.